Les tâches répétitives, je pense que personne n'aime ça. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre deuxième épisode de Python pour la finance, on va découvrir ce qu'on appelle les boucles qui vont nous permettre justement d'éviter toutes les tâches répétitives et d'optimiser grandement notre temps. Grâce aux boucles, vous pouvez par exemple transformer ce code-là, vous voyez, qui va afficher des nombres ici de 0 à 19, comme vous le voyez. Ici, vous voyez qu'on a par exemple 20 lignes de code et vous pouvez les transformer en le code qui fait exactement la même chose, vous voyez, qui va afficher des nombres de 0 à 19, mais en seulement 2 lignes grâce à l'utilisation de boucles. Donc on va découvrir tout ça ensemble. La première question est qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle est un concept qui va tout simplement nous permettre de ce qu'on appelle itérer, c'est-à-dire en quelque sorte répéter par exemple une action, ça peut être répéter un bloc de code par exemple, qui va nous permettre justement de pouvoir exécuter une action de nombreuses fois sans avoir à la répéter comme on l'a vu dans notre exemple. Au lieu d'écrire 20 lignes de code indépendantes, je vais écrire seulement 2 lignes de code, une qui va dire combien de fois je dois répéter mon action et l'autre qui va être définir tout simplement mon action. Vous avez ici un exemple de boucle. En Python, il existe majoritairement deux types de boucles, les boucles for et les boucles while. Les boucles for, c'est des boucles assez classiques quand on a vu ici, et les boucles while, c'est une boucle qui signifie tant que, c'est-à-dire que c'est une boucle qui va se répéter tant qu'une condition n'est pas vérifiée. Et ça tombe bien car la deuxième partie aujourd'hui va être sur les conditions et justement les conditions en Python, c'est tout simplement ce qu'on pourrait définir comme si il se passe ça, alors je fais ça, sinon je fais ça. Donc c'est avec les if et les else notamment. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. On va donc commencer par créer un nouveau notebook. Donc pour ça, je le rappelle, new file qu'on va appeler par exemple ici formation Python 2 .ipynb qui est l'extension des notebooks et ici on va commencer notre premier code avec l'exemple d'une première boucle. On pourrait par exemple avoir envie de savoir combien je vais avoir sur mon compte en banque à la fin de l'année en fonction de mon salaire. Donc par exemple, imaginons qu'aujourd'hui actuellement sur mon compte en banque, j'ai par exemple on va dire 2500 euros. Ensuite, je mets que je vais avoir un salaire de par exemple, hop, 1 800 € et à partir de ce moment-là, j'ai envie de savoir au bout de 12 mois combien je vais avoir dans mon portefeuille si je ne fais aucune dépense, mais on pourrait également rajouter des dépenses et on va peut le faire ici tout de suite en disant qu'on va avoir des factures, donc invoice qui est égal à, par exemple, 700 € par mois et ensuite on va donc commencer par faire notre première boucle, donc on va faire for i in range de, par exemple, 12 pour dire 12 mois et à la fin, je vais mettre 2 points. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, juste en dessous, je vais, dire que tout simplement mon wallet est égal à mon wallet plus mon salary, hop et je vais le faire en 2 lignes, on aurait pu le faire en une seule, mais je vais dire ensuite que mon wallet est égal à mon wallet moins mon invoice. Voilà et à la fin, on va afficher notre wallet. Hop, wallet final, virgule, wallet ici et on va exécuter ce code-là tout de suite et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc là, on voit que j'ai au final, 1 570 €. Je pourrais même afficher à chaque fois mon wallet, print wallet, hop, je vais mettre actuel. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais exécuter ça par exemple. Ici, vous voyez que justement, au cours du temps, mon wallet est passé de 3600, 4700 à 5800, etc. pour atteindre au final 15 700 €. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, j'ai commencé par définir trois variables. La variable wallet qui justement définit mon solde bancaire en quelque sorte, la variable salary qui va définir en fait combien je vais gagner par mois et ma variable invoice qui va garder en tête, en quelque sorte, combien j'ai dépensé par mois.
Ensuite, j'ai commencé par faire une boucle, donc la boucle, on va utiliser notamment le for. Donc ici, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez que ça va faire for i in range 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Range 12, en fait, c'est un moyen tout simplement d'afficher en quelque sorte ou de garder en mémoire une liste de 12 éléments. Donc je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui sur ce qu'est une liste car on le verra dans le prochain épisode et ce n'est pas forcément le but aujourd'hui, mais par exemple, je peux vous montrer très rapidement ce que retourne range. Ici, vous voyez qu'en fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle une fonction justement de 12 éléments entre 0 et 12. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tristan de la chaîne CryptoRobot et sur cette chaîne avec mon associé Arthur, on essaye de démocratiser en quelque sorte l'analyse quantitative en finance et également le trading algorithmique. Donc je vous invite grandement à vous abonner si vous ne voulez rien rater et aller potentiellement sur notre site ou vous inscrire à notre newsletter si vous souhaitez par exemple suivre la formation de manière écrite avec vraiment plein de cas pratiques, etc. Sur ce, je ne vous embête pas plus et je vous laisse continuer la formation. Ce qu'on peut faire pour mieux comprendre, c'est afficher également la valeur de i. Car comme vous voyez, après notre for, j'ai défini en fait en quelque sorte ici une variable qui s'appelle i. Donc ça veut dire que pour i entre 0 et 12, je vais avoir un i justement ici et que je peux tout simplement afficher. Je vais mettre au mois par exemple ici i, virgule, et je vais rajouter 2 points comme ceci. Voilà, et on va relancer notre petit code. Et ici, vous voyez que wallet actuel au mois, et comme vous voyez, i en fait passe de 0 à 1, à 2, à 3, à 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 11. Donc même ici, ce qu'on aurait pu faire, c'est si on veut être plus précis, on aurait dû commencer à 1 et finir à 13, par exemple. Hop. Voilà, comme ça, on est un peu plus précis sur quelque chose de plus réaliste, car le mois zéro n'existe pas. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'au mois un, on a 3600 euros, au mois 2, 4700, etc. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on va faire une boucle, comme je vous l'ai dit, avec i qui va prendre des valeurs entre 1 et 13 et qui va justement en fait itérer au fur et à mesure. Ça va être 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Et donc, en fait, tout ce qui va être à l'intérieur de ce for va se répéter 12 fois. Et comment on sait ce qui est à l'intérieur de ce fort? C'est, grâce ce qu'on appelle tabulation. Donc comme vous voyez ici, déjà à la fin de mon fort, j'ai mis un 2 points. Donc c'est en quelque sorte pour ouvrir mon fort, pour dire ce qui est à la suite, de ce 2 points va être, justement dans mon fort. Et également, à la suite de ces 2 points, ce que je dois faire, c'est mettre une tabulation justement pour, en fait, faire que tout ce qui est justement ce qu'on appelle ici indenté, en fait, c'est en fait 4 espaces en quelque sorte, à droite justement de la ligne de départ, va se répéter et va être prise en compte dans le for. Par exemple, ce que je pourrais vous montrer, c'est désindenter en fait justement la ligne print ici et là, vous voyez qu'elle n'est plus justement indentée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle ne fait plus partie du for et donc forcément, cette ligne ne devrait plus s'afficher. Elle ne devrait afficher que le dernier mois. Vous voyez, ici, on a exactement le même résultat. Ça n'a pas changé, 15 700 à la fin. Mais par contre, vous voyez qu'on a eu cette fois qu'un seul affichage au dernier mois, car il a affiché au mois I. Le mois I, en fait, la dernière fois qu'il l'a fait, c'était le mois 12, hein, car on a vu que c'était entre 1 et 13, donc avec 13 exclus. Donc le dernier mois la dernière valeur que I a pris, c'était 12, et la dernière valeur que Wallet a pris, c'était 15 700 et comme vous voyez ici, si je le remets en fait indenté, eh ben, il va tout simplement cette fois s'afficher à chaque mois. Donc là, vous voyez vraiment en fait de comment se passent les indentations et ça c'est très important à comprendre car on va s'en servir beaucoup en Python car c'est vraiment ce qui va vous permettre en fait justement de définir que ce code-là appartient à ce bloc-là, etc. Donc par exemple ici, tous ces 3 lignes-là appartiennent en fait en quelque sorte à mon bloc fort et donc elles vont être impactées en quelque sorte par cette ligne de code. C'est un peu comme si, là, on avait la ligne parent et là, les lignes, on va dire, enfant. On va maintenant découvrir le while. Donc pour ça, on va faire un nouvel peut-être exercice. C'est par exemple essayer de déterminer au bout de combien de temps on va doubler un investissement avec un certain taux d'intérêt. Donc par exemple, on peut faire initial ou wallet hop, égale à 1000. Ensuite, on dit que notre rate, par exemple, c'est 5. Donc pour dire 5, on va mettre 0,05. Que notre nombre d'années actuellement pour avoir doublé notre investissement, on l'initie à 0 et notre current wallet,
est égal à notre initial wallet. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment la base. Ensuite, on va justement mettre notre while. Donc on va regarder que tant que notre current wallet est inférieur à, j'ai mis supérieur, inférieur à 2 fois notre initial wallet, hop, dans ce cas, on va dire que current wallet est égal à current wallet plus current wallet fois rate. Donc là, vous voyez que tout simplement, en fait, ce qu'on va dire, c'est qu'à chaque fois que, en fait, notre current wallet, tant que plutôt notre current wallet est inférieur à 2 fois la somme de notre initial wallet, on va lui appliquer le taux d'intérêt, c'est-à-dire lui ajouter 5. Donc pour ça, current wallet plus current wallet fois rate, hein. Et ensuite, on va ajouter un an à notre variable years. Là, ici, vous venez de découvrir aussi une nouvelle façon de noter. En effet, pour ajouter un an à notre variable years, vous pouvez faire years plus égale 1. C'est exactement la même chose que de faire years égale years plus 1. Et là, je vais laisser en fait cette notation qui est un peu plus lisible, mais c'est bon à savoir que vous pouvez faire years plus égale 1, qui est exactement la même chose que la ligne juste en dessous, years égale years plus 1. Ici, ensuite, il ne suffit d'afficher le nombre d'années. Hop, alors attendez, je vais récupérer directement un bel affichage ici. Donc là, vous voyez, en fait, on va ensuite afficher combien d'années il nous faudra pour avoir doublé notre investissement. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'il va nous falloir 15 ans pour doubler notre investissement. Pourquoi? Tout simplement, eh ben, car en fait, ce code va s'exécuter tout simplement. Ici, tout ce qui est à l'intérieur de ce code va s'exécuter tant qu'on n'a pas doublé notre investissement. Et ici, on va également incrémenter notre variable years qui représente le nombre d'années en fait sur lequel justement notre investissement tourne. Ici, ce qu'on pourrait même faire qui peut être assez sympa, c'est print years et current wallet. Ici, vous voyez, en fait, on va afficher au bout de chaque année à combien est notre portefeuille. Donc forcément, la première année, il est à 1050. Pourquoi? On avait 1000 euros au départ, on gagne 5% d'intérêt, on passe à 1050. Ensuite, on fait 1050 sur 5%. Cette fois, on gagne 1102. Vous voyez que là, on découvre également la notion d'intérêt composé sur lequel je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est le fait d'avoir des intérêts et réinvestir à chaque fois ces intérêts. Et donc là, vous voyez qu'en quelque sorte, on a comme ça des intérêts composés et au fil des années, notre portefeuille augmente. On passe de 1050 à 1100, à 1157, etc. Jusqu'à, au bout de 15 ans, passer à 2078. Et donc, qu'est-ce que ça nous importe ici? C'est qu'on vient de découvrir qu'il nous faudra 15 ans pour doubler notre investissement. Pourquoi le while et à quoi justement sert le while ici? Le while va permettre de faire une boucle en fait qui va être en quelque sorte une boucle ce qu'on appelle infinie, c'est-à-dire sans fin, tant qu'une condition n'est pas vérifiée. Ici, notre condition, et on va découvrir juste ensuite un peu plus en détail comment marchent les conditions, c'est tant que notre variable current wallet est inférieure à 2 fois notre initial wallet, donc notre initial wallet c'est 1000, donc tant que notre current wallet est inférieur à 2 fois notre initial wallet, on va rentrer dans la boucle et continuer à faire le bloc de code en fait qui est intenté. Donc le bloc de code, on va dire en quelque sorte enfant, c'est tout ce code là. Ici, ça, je vais l'enlever. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va justement augmenter la valeur de notre current wallet à partir de la valeur précédente, en quelque sorte, de notre current wallet. Et on va y ajouter, en fait, notre taux d'intérêt, donc les 5%. Et on va également ajouter une année à la variable years pour tout simplement qu'on puisse garder en mémoire au bout de combien de temps on a doublé notre investissement. Et ça, juste avec un for, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas été capable de faire car au début, si on reprend notre exemple précédent ici, au début, on ne sait pas au bout de combien de temps on va doubler notre investissement. Donc en fait, ici, ça aurait marché, par exemple, si on avait fait un for i in range entre 1 et 16, par exemple, pour dire qu'on va avoir 15 ans d'investissement. Sauf qu'ici, justement, tout le but de cet exercice, c'est qu'on ne sait pas au bout de combien de temps on va doubler notre investissement. D'où l'intérêt du while en disant que on voit au bout de combien de temps on va doubler notre investissement et donc ça continue tant qu'on n'a pas doublé notre investissement. Et donc pour l'utilisation, comme vous voyez, il faut mettre while et une condition juste ensuite avec le 2 points. Ici, cette condition, c'est notre current wallet inférieur à 2 fois notre initial wallet. Ensuite, on fait des opérations dans notre bloc de code. Et à la fin, ici, on fait un dernier affichage pour afficher au bout de combien de temps on double notre investissement. Et là, vous découvrez également aussi la puissance des intérêts composés, justement,
Si vous n'aviez pas d'intérêt composé, si vous récupériez à chaque fois juste 5 sur vos 1 000 $, vous auriez mis 20 ans à doubler votre investissement car vous comme vous l'avez vu, vous gagnez 50 $ par an du coup et donc il aurait vous fallu 20 ans pour gagner 1 000 $. Ici, si vous réinvestissez vos gains à chaque fois, au lieu de 20 ans, vous passez à 15 ans, donc vous gagnez 5 années et ça, c'est vraiment pas mal du tout et ce qu'on peut voir, par exemple, c'est aussi combien de temps il nous faut pour tripler notre investissement, hein. Donc là, vous voyez que pour tripler notre investissement, il nous faudra 23 ans, car au bout de 23 ans, on passe à 3 070 $. Maintenant qu'on a compris les boucles et qu'on a entrevu un début de conditions grâce à la boucle while, je vais vous expliquer rapidement les conditions. Les conditions, elles sont au nombre de 3 majoritairement, c'est avec les if, les elif et les else. Donc ici, j'ai copié-collé justement un petit code qui va nous permettre d'avoir un exemple très concret sous les yeux. Ici, j'ai donné dans ma variable Bitcoin Price un prix. Ici, j'ai mis 45 000. Si mon Bitcoin Price est inférieur à 30 000, donc là, vous voyez if Bitcoin Price inférieur ou égal, hein, donc vous voyez que vous pouvez rajouter le égal toujours à la droite de votre signe inférieur ou supérieur pour dire inférieur ou égal à 30 000, je vais afficher acheter. Elif, c'est pour dire sinon si, c'est-à-dire que si on n'est pas rentré dans la première condition, si notre prix était inférieur à 30 000, je vais regarder ma deuxième condition. Donc ici, ma deuxième condition, c'est si Bitcoin Price est supérieur à 30 000 $ et avec le end, on va dire, et que Bitcoin Price est inférieur à 50 000 $, eh bien, je vais afficher vendre la moitié. Enfin, si mon prix du bitcoin est inférieur à 60 000 $, donc je suis encore dans le sinon si, hein. Donc si mon prix, n'est ni inférieur à 30 000, ni compris entre 30 000 et 50 000 et qu'il est inférieur à 60 000, alors je vais afficher conserver et le else, c'est sinon, c'est-à-dire que si on est rentré dans aucune de ces conditions, eh bien on va rentrer là-dedans en disant on va en affichant qu'on vend la totalité. Ici, vous revoyez encore une fois, hein, les histoires d'indentation justement en fait, où à chaque fois et notamment les 2 points, c'est-à-dire à la fin de notre if, on va mettre les 2 points et tout ce qui est en fait justement espacé en quelque sorte, tout ce qui est le bloc enfant ici va appartenir au if Bitcoin Price, à la condition if en quelque sorte. Et donc ici, vous voyez que cette chaîne de code, on va dire, enfin cette ligne de code va être associée à cette condition, cette ligne de code associée à cette condition, ainsi de suite. Ici, du coup, à votre avis, qu'est-ce que va afficher le code? Logiquement, comme vous voyez ici, que notre variable Bitcoin Price est égale à 45 000, eh bien, elle devrait afficher vendre la moitié. Pourquoi? Car ce n'est pas inférieur à 30 000 et par contre, c'est supérieur à 30 000 et inférieur ou égal à 50 000. Donc là, vous voyez que ça affiche bien vendre la moitié qui est justement en fait ce elif. Mais ici, vous pouvez, pour essayer de bien comprendre, vous pouvez également changer la valeur. Donc par exemple, ici, si je mets 29 000, à votre avis, que ce que cela va afficher, ça devrait afficher acheter, car en effet, on est juste inférieur à 30 000. Si je veux un prix de 55 000, qu'est-ce que cela devrait afficher? Cela va afficher conserver. Pourquoi? Car ce n'est ni inférieur à 30 000, ni compris entre 30 000 et 50 000, et par contre, c'est inférieur à 60 000. Donc là, ça affiche conserver. Enfin, si on a une valeur qui est au-dessus de 60 000, par exemple, on va dire 70 000 ici, ça va afficher vendre la totalité. Pourquoi? Car on est rentré dans aucune de nos 3 conditions ici, et donc on va rentrer dans le else, qui veut dire sinon. Et donc si on n'est ni rentré dans la première, ni dans la deuxième, ni dans la troisième condition, on rentrera dans tous les cas dans la quatrième, qui ici va afficher vendre la totalité. Ici, je vais vous montrer un autre petit exemple qui va nous permettre de voir d'autres types et d'autres opérateurs. En effet, ici, pour l'instant, on a vu surtout des nombres, ou plus précisément ici, des entiers, donc les int, avec des opérations inférieures ou égales, supérieures ou égales. Ici, on va le voir sur des nombres, par exemple, ou ensuite sur des booléens, avec quelques autres opérateurs. Donc ici, par exemple, on attribue la variable hello à valeur, enfin, on attribue la valeur hello à la variable texte, excusez-moi. Ensuite, on va vérifier si notre variable texte est égale à la valeur hello. Donc pour vérifier une égalité, on utilise le double égal. Ça, c'est très important. Le simple égal est réservé justement à l'attribution de valeur à une variable. Le double égal va ici nous permettre de vérifier une condition. Donc si texte est égal à hello ou si texte est égal à I, le ou se fait avec le or justement, alors on affiche text is hello or I. Ensuite, je mets un elif pour dire sinon si texte est différent de hello, text is not hello and also not I.
Hop. Pourquoi not high non plus? Car en fait, si le texte était high, eh ben, on serait rentré dans cette condition et ici, on ne serait pas rentré dans celle-là car on a utilisé le sinon si. Par contre, ici, si je mets juste if ici et que j'enlève donc le elif, cela pourrait être high. Je vais vous montrer cet exemple justement en mettant d'abord ça en commentaire. Et ici, qu'est-ce que ça affiche? C'est text is hello or hi. Pourquoi? Car on est rentré dans cette condition, car le texte est hello or hi, et on n'est pas rentré dans cette condition, car texte n'est pas différent de hello. Par contre, si j'affiche I ici, ça devrait mettre à la fois que text is hello or I et text is not hello, car en effet, le texte I, enfin le fait que ça soit I, il est à la fois rentré dans cette condition et à la fois rentré dans cette condition. Hop. Ensuite, le deuxième exemple, c'était juste pour montrer rapidement les exemples avec des booléens. Donc les booléens, c'est les vrais faux ou true false en Python. Donc ici, par exemple, on met une variable qui s'appelle condition, on lui attribue la valeur true, et on peut vérifier si cette condition a la valeur true. Donc pour ça, vous pouvez mettre les doubles égales, normalement ça devrait marcher en quelque sorte, hein. Mais ici, ce que je vous conseille et ce qui est recommandé lorsqu'on utilise en fait des booléens, c'est plutôt mettre la valeur is. Donc si ma condition est vraie, en fait, en plus ça ressemble plus au français, c'est si ma condition est vraie, alors j'affiche ma condition, my condition is true, sinon j'affiche my condition is false. Donc là, vous voyez my condition is true, et si je veux mettre false ici, my condition is false. Donc là, vous avez un autre exemple rapide, en fait, dans quelque sorte des conditions et des opérateurs, avec notamment le double égal, le différent d'eux avec point d'exclamation égal, et le est ou n'est pas, donc ça peut être is ou is not. Hop, voilà. My condition is true. Donc là, vous voyez qu'en quelque sorte, c'est faux parce qu'il faut rajouter ça, voilà. Donc là, my condition is false. Je voulais maintenant vous expliquer un petit exemple avec à la fois des boucles et à la fois des conditions. Donc pour ça, l'exemple que je vais utiliser, ça va être un exemple de vérifier au bout de combien de temps on peut en fait en quelque sorte atteindre son objectif d'épargne, avec en plus une condition sur le fait qu'on compte à obtenir une promotion. Donc ici, savings goal, donc c'est notre objectif d'épargne. On souhaite atteindre 10 000 € par exemple d'objectif d'épargne. Ici, on voit qu'on arrive à mettre 400 € de côté tous les mois. C'est le monthly saving. Donc ici, on rentre qu'on veut mettre 400 € tous les mois. Ensuite, on va dire qu'on va obtenir une promotion, par exemple, au bout de 6 mois. Donc, promotion months, ici, je vais mettre 6 pour dire qu'on va obtenir cette promotion au bout de 6 mois. Et ensuite, à partir de cette promotion, on va augmenter notre épargne de 200 € tous les mois. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser des compteurs qui vont me permettre en fait justement de garder en tête où on en est. Donc, je vais initialiser le compteur months needed pour vérifier en fait au bout de combien de mois, c'est en fait le nombre de mois nécessaires pour justement atteindre mon objectif. Et je vais initialiser la variable total savings qui va en fait garder en mémoire mon épargne actuelle, qui au départ est de 0, mais on pourrait également la mettre par exemple de 1 000 $ si on avait une épargne au départ de 1 000 $. Ensuite, on va utiliser la variable la boucle while en disant que tant que notre épargne totale est inférieure à notre épargne souhaitée, on va tout simplement faire une boucle, et à chaque fois, on va vérifier dans un premier temps si, si on est à la date de notre promotion. Donc pour ça, en fait, on va vérifier que months needed qui est égal à 0 à l'origine est égal à promotion months, donc est égal à 6. Donc au début, ça sera faux et donc on ne va pas rentrer dedans. Et ensuite, une fois qu'on passe à la suite, ici, on va avoir notre épargne totale qui va s'incrémenter donc avec le plus égal de notre valeur de notre monthly saving ici qui est égal à 400, et on va également incrémenter notre variable du coup months needed en disant que OK, un mois a passé. Et ici, ce qui va être très important, c'est qu'on va du coup faire une boucle, vous voyez, avec notamment months needed qui va s'incrémenter au fur et à mesure du temps. Et au bout d'un moment, en fait, months needed ici sera égal à 6. Et à ce moment-là, on va rentrer dans cette condition lorsque months needed sera
égale à 6 et à ce moment-là, la variable monthly saving qui dit qu'on épargne 400 € par mois va s'incrémenter de savings increase. Donc on va passer non plus de 400 € par mois en épargne, mais à 600 € par mois et donc forcément cela nous fera atteindre un peu plus vite notre objectif des 10 000 € atteints et donc là, on peut lancer le code justement en voyant qu'il vous faudra 19 mois pour atteindre votre épargne de, 10 000 et encore une fois, on peut par exemple afficher notre état de l'épargne, donc months need, c'est en quelque sorte notre mois actuel et total saving, c'est en quelque sorte notre épargne actuelle. Donc là, vous voyez, hein, qu'au bout d'1 mois, on a 400, €, 2 mois 800, 1 200, 1 600, 2 000, 2 400 et là, vous voyez que là, il y a un changement. En effet, avant, on passait de 400 en 400 et comme on l'a rentré, au bout de 6 mois, on ne va plus gagner 400 on va plus ne va plus mettre de côté 400, € par mois, mais 600 € par mois et donc on va passer de 2 400 à 3 000, à 3 600 et cetera et on pourrait même mettre, par exemple, une deuxième. On pourrait imaginer plein de choses en imaginant qu'on a une deuxième promotion ou qu'on obtient une promotion justement, tous les 6 mois et donc augmenter un peu ça. Donc tout ça, ça serait des modifications du code et qui permettraient justement d'adapter vraiment le code à votre problématique. Enfin, je le rappelle, vous pouvez suivre toute cette formation, sur notre site cryptorobot.com/formation du coup Python pour la finance. Ici, je suis dans la partie boucle et conditions et également vous avez un cas pratique qui va vous permettre vraiment de vous entraîner. Donc comme je vous l'ai dit ici, je vous ai donné des idées potentiellement après le précédent exercice de modifier un peu l'exercice déjà pour vous entraîner. Mais si vous voulez un vrai exercice totalement à part pour vous entraîner, je vous en donne un ici, donc sur le fait qu'on a 1 000 € investis dans différents actifs et on souhaite savoir combien d'années il faudra pour atteindre un certain objectif de capitalisation. Donc par exemple ici, on a 1 000 €, on souhaite obtenir 2 000 €, on a un taux d'intérêt, de 4. Ici, on va pouvoir savoir combien d'années il nous faudra pour atteindre notre objectif de capitalisation. Donc ça ressemble très grandement à un exercice qu'on a fait ensemble juste avant. Donc là-dessus, vous devriez vous en sortir. Ensuite, à partir de ça, vous pouvez donc modifier le taux d'intérêt annuel et vérifier l'impact sur le nombre d'années nécessaires pour atteindre cet objectif. Et ensuite, ici, on va voir ajouter une boucle for pour tester différents taux d'intérêt, c'est-à-dire au lieu de garder juste 4%, 3% et pas de changer à la main puis de réexécuter à chaque fois, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter une boucle for qui va en fait permettre de tester plein de taux d'intérêt et pour chaque taux d'intérêt, afficher la valeur initiale, le nombre d'années nécessaires pour passer de 1 000 € à 2 000 € et également, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre 1000 et 2000. Ici, c'est des exemples, mais vous pouvez par exemple mettre 100 000 et 450 000 ou ce que vous voulez. Et l'idée ici va être justement en fait de savoir un peu en fonction de vos objectifs d'investissement, au bout de combien de temps vous allez pouvoir les atteindre et à peu près quel est le taux d'intérêt que vous souhaitez aller chercher, etc. Donc c'est un exercice qui, je pense, est très intéressant. Vous avez maintenant toutes les clés sur les boucles et les conditions et on se retrouve donc à la prochaine séance pour les listes et les dictionnaires en Python.